Bonjour à tous, moi je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de l'accompagnement collectif, on va dire phase 2 ou deuxième séquence pour Green Destination qu'on propose sur 2025. Bon, vous le savez, la région Occitanie est depuis maintenant plusieurs années très investie sur la question du développement durable. Et pour mémoire, ça a été quand même la première région européenne à signer le fameux pacte vert qui suppose que l'ensemble des politiques publiques de cette région intègrent de façon très concrète et opérationnelle la question du durable. Bien entendu, l'ensemble des études là qu'on a menées, qu'on a travaillées depuis 2019 maintenant, notamment avec l'ADEME, démontre une réalité. Le secteur du tourisme est bien entendu considérablement impacté par la question du durable, et ça à plusieurs chefs. Et en Occitanie, je vous rappelle que le tourisme, c'est quand même la deuxième économie régionale. Et on ne peut pas se contenter depuis le début de ces éléments économiques sans prendre en considération l'impact sur à la fois l'environnement, sur les habitants, sur nos territoires. Et on a toujours en référence une étude qui nous avait pas mal bousculé par l'ADEME qui montrait très clairement que pour 7,3 ou 5% de PIB national, le tourisme représentait plus de 11% des gaz à effet de production des gaz à effet de serre. Donc tous ces éléments qu'on a souvent partagés avec vous nous ont amené on va dire, prendre à bras le corps très rapidement la question du tourisme durable, du rôle du CRT dans ce cadre-là. Et puis, bien entendu, comment le CRT pouvait porter un petit peu au pinacle la question du durable en Occitanie. On a travaillé une grande concertation en 2020 pour pouvoir évaluer où en étaient les acteurs, quelles étaient leurs priorités. Et on a défini un plan d'action très opérationnel. Et c'est dans ce plan d'action qui a été déployé par le CRT avec en cheville ouvrière, ce qui est très positif et pas négatif, Sophie, dans les axes majeurs, on avait l'accompagnement des territoires et comment on pourrait agir à l'échelle des territoires pour en faire des territoires plus vertueux sur la question du tourisme durable. Au CRT, on est convaincu que le pivot un petit peu de cette transition concernant le tourisme, c'est bien entendu la structure qui est au plus près de la proximité, autrement dit des OGD qui assurent à la fois l'accueil, mais aussi qui portent la destination touristique. Et là, je désigne bien entendu l'ensemble des offices du tourisme et certains ADT quand leur stratégie s'inscrit là-dedans. Donc du coup, on a voulu travailler cette question-là et tout naturellement, on a souhaité, et ça a été le cas en 2024, lancer ou déployer plutôt un label, le label Green Destination à l'échelle de la région. Alors pourquoi ce label et pourquoi un label? Bon, ben, tout d'abord parce que c'est Mathieu, pardon, tu peux passer les slides? Merci. au-delà Pardon. du label. C'est bien entendu la question de l'outil. Notre rôle à nous, c'est de faciliter le travail des offices du tourisme, faciliter leur montée en compétences et les outiller. Et quand on dit ça, tout naturellement, on s'est posé la question de l'outil qu'on pouvait généraliser à l'échelle de l'Occitanie. Et, euh, et quand on a fait un petit peu le tour de ce qui existait, on a été aussi en relation avec Office de tourisme de Normandie qui avait initié un petit peu un travail autour de Green Destination. On s'est rendu compte que ce label, qui est le seul label qui a une reconnaissance internationale, hein, c'est le label qui est porté et reconnu par le Conseil mondial du tourisme durable. C'était le label idoine pour pouvoir répondre à l'ambition qui était la nôtre, c'est-à-dire voilà, fournir un outil qui soit à la fois pertinent et performant à l'échelle de la destination et en même temps qui ait une réelle reconnaissance internationale. Bon, donc, on a lancé notre AMI l'année dernière dans un cadre un peu spécifique, puisqu'on était en partenariat avec l'ADEME, bien entendu, mais surtout l'AFDAS, qui est l'organisme des compétences et l'organisme collecteur un petit peu des fonds, des fonds professionnels de la branche des OGD, des organismes de gestion de destination.
et on avait obtenu un financement national dans ce cadre-là, un peu spécifique, un peu exceptionnel, ce qui nous a permis aussi de pouvoir expérimenter des choses, construire des outils et travailler de façon assez précise à l'échelle de l'ensemble de ces destinations. Donc 15 destinations avaient été un petit peu lauréats de l'AMI qu'on avait lancé, qui avait connu un vrai succès puisqu'on avait eu 19 dossiers. Et cet AMI est en cours de clôture et on l'espère nous amènera à avoir une quinzaine de destinations qui soient certifiées à l'échelle de l'Occitanie. Mais au-delà de cette certification, de cette labellisation, vous l'avez compris, l'ambition c'est surtout de fournir un outil qui soit opérant à l'échelle de la destination pour assurer la transition et définir la trajectoire de cette transition pour les années à venir. Ça pouvait pas en rester là. On ne pouvait pas, vu un petit peu le contexte à la fois budgétaire et le contexte national, bénéficier du même cadre, des mêmes, comment dirais-je, des mêmes partenariats. Par contre, nous, on voulait à tout prix pouvoir continuer ce travail pour permettre aussi aux destinations qui le souhaitent de monter dans le train de cette transition et dans la possibilité de pouvoir être accompagnées autour de ce label Green Destination avec aussi en sous-main, on va dire, la question ou la petite problématique qui était la nôtre de pouvoir aussi en faire bénéficier les OGD qui étaient de droit public et qui ne bénéficient pas du financement de l'AFDAS. On a donc, après quelques mois de réflexion et de négociation, pris le parti de relancer une séquence qui va se structurer autour de trois, et on va le voir dans le détail, mais autour de trois temps. Et c'est juste pour expliquer comment on va monter un petit peu l'accompagnement. Donc une séquence qui vise à former les destinations qui le souhaitent et à les accompagner vers cette labellisation, vers cette certification. On aura 3 jours de formation et qui passent là pour le coup dans le cadre des fonds mutualisés autour de l'AFDAS et on aura une séquence collective et non pas individuelle mais bien collective de 5 jours pour l'ensemble des OGD et des OT qui le souhaitent et qui voudront être accompagnés, qui seront pris en charge par le CRT pour permettre un maximum de destinations à s'engager dans la logique de la certification. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en préambule. On va rentrer bien entendu dans le détail. Moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'explications ou de compléments sur l'ambition qui est la nôtre autour de Green Destination. Sachez que, vous le savez certainement, dans la foulée un petit peu de l'ambition qui est la nôtre autour de Green Destination, on a postulé à l'accueil du congrès international annuel de Green Destination. On l'a obtenu et il aura lieu en Occitanie, à Montpellier, les 28, 29 et 30 septembre. Donc, on va avoir un joli c'est-à-dire coup de projecteur sur à la fois la démarche en Occitanie, sur l'ensemble des travaux et des expérimentations et des bonnes pratiques qui sont portées par nos territoires, et bien entendu afficher l'ambition durable du développement touristique et de la transition qui est la nôtre à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Mathieu, je te laisse la parole pour prendre la suite. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction, Philippe. Bonjour à toutes et tous. Donc, ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter donc ce nouvel accompagnement. Et en fait, l'idée, c'est de faire une présentation en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter Green Destinations pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien les tenants et les aboutissants du fonctionnement de cette structure. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter plus précisément l'accompagnement tel qu'il a été pensé effectivement pour vous en 2025. Donc, moi, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis consultant depuis une vingtaine d'années dans le secteur du tourisme, entre autres, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités avec les offices de tourisme depuis une quinzaine d'années maintenant, même plus. Et en fait, je suis devenu en 2021 le représentant de la Fondation Green Destinations en France, du fait d'accompagnements que j'ai pu mener en Normandie et qui m'ont amené effectivement à prendre
ce rôle. Donc, première partie, casquette de représentant Green Destinations, je vais pouvoir vous parler donc de la fondation de ces activités. Mathieu, on t'entend mal, hein, Alors, Mathieu, on Ton t'entend très micro est mal. coupé, je crois, Mathieu. Alors, oui, le C'était micro est figé, coupé, donc je pense que tu as un problème de connexion. je pense. Bon, vous m'entendez ou pas là? Bien. Ok, parfait. Là, maintenant, Donc, oui. d'accord. Donc, Green Destinations, tourisme pour les humains, la nature et le climat. Donc, Green Destinations, c'est une fondation, effectivement, qui a été créée en 2014 par un monsieur qui s'appelle Albert Salman, qui est spécialiste des océans et qui a créé, en fait, voilà, des labels pour les destinations. Elle est basée donc aux Pays-Bas et elle a donc créé euh, un label, une certification et des services autour de ça. Et en fait, ce qui est important de dire tout de suite, c'est que c'est une certification qui est reconnue par ce qu'on appelle le GSTC. Le GSTC en français, c'est le Conseil mondial du tourisme durable. C'est une structure qui a été créée au niveau international sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme et qui a créé des standards de certification de durabilité pour des hôtels, pour des tours opérateurs et pour des destinations. Et le GSTC accrédite des organismes dans le monde pour qu'eux-mêmes certifient ces structures-là. Et en ce qui concerne les destinations, il n'y en a que 3 dans le monde qui sont accréditées pour pouvoir délivrer ces certifications. Et Green Destinations fait partie de l'une de ces trois structures. Aujourd'hui, il y a plus de 160 destinations qui sont labellisées dans le monde, dans plus de 60 pays. Au niveau de la carte, il y en a beaucoup qui sont en Europe, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en Amérique latine, aux États-Unis, pas mal en Asie aussi, un petit peu en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment des activités très internationales avec du coup des problématiques spécifiques à chaque pays, à chaque destination. Oups. Donc, comme je vous disais, il y a ce qui va nous occuper, nous, aujourd'hui, c'est la partie, on va dire, reconnaissance, ce qu'ils appellent reconnaissance, c'est-à-dire la façon dont les travaux, les efforts qui sont menés sont reconnus grâce notamment à des labels ou des certifications. Je vous indiquerai la différence entre les deux. Mais il y a aussi des parcours de formation, d'accompagnement, principalement en ligne, qui sont proposés par la structure. Et puis, il y a aussi la promotion. Donc, Philippe parlait tout à l'heure de la conférence Green Destinations mondiale. Il y a au moins une conférence mondiale annuelle. L'année dernière, elle a eu lieu au Chili. L'année d'avant, c'était en Estonie. L'année d'avant, c'était en Grèce. Et donc, effectivement, cette année, on a la chance de l'avoir à Montpellier. C'est pas juste une chance, c'est aussi que ça a été une belle candidature de l'Occitanie et de la métropole qui a remporté donc la mise cette année. Donc il y a ça, puis il y a aussi des guides en fait, évidemment, quand on est labellisé, il y a on fait partie des guides, on est référencé sur les plateformes Green Destinations. Il y a aussi un programme qui s'appelle Good Travel Seal, qui est à destination des sociopros, des entreprises du tourisme. Et donc, il y a aussi un guide spécifique pour les entreprises. Bon, voilà un petit peu rapidement pour cela. Et donc, si on regarde en fait, c'est une espèce de gradation. Euh, on va dire que la partie labellisation elle se retrouve un petit peu au milieu entre deux programmes. Le premier est un programme qu'on appelle le Top 100 et qui en fait est un programme pas du tout de labellisation, mais un programme de bonne pratique, un concours mondial de bonne pratique auquel les destinations peuvent candidater, même si elles ne sont pas labellisées. L'idée, c'est de rassembler et d'avoir en fait des bases de données de bonnes pratiques particulières, quel que soit le sujet, hein, mais dans le tourisme durable, et donc de recenser chaque année une centaine de bonnes pratiques. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le top 100, et donc on peut être référencé dans ce top 100. Et après, il y a un concours interne de ce top 100 pour avoir les 3 meilleures pratiques de chaque catégorie. Si on veut aller quand même beaucoup plus loin que ça, il y a effectivement la partie label. Donc, label Green Destinations ou un label Quality Coast. Je vous ai dit que le fondateur, il était spécialiste des océans et au départ, il avait créé un label qui était uniquement pour les destinations côtières. Ce label existe toujours, Quality Coast, mais c'est vrai que Green Destinations a pris le dessus puisque il est généraliste, il comprend effectivement les destinations aussi littorales, mais pas que. C'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer quelle que soit la configuration de la destination. Et en fait, la différence entre label et certification, c'est que la certification, le label, on peut l'obtenir à partir du moment où on obtient un certain seuil
de points par rapport au référentiel. Donc, le référentiel, on obtient en fait, quand on fait le travail et quand on est évalué par l'auditeur, on obtient un score qui est un score sur 10. Et à partir du moment où on obtient une note de 6 sur 10, on peut obtenir le premier palier du label, qui est le palier bronze. En revanche, la certification, pour obtenir la certification, il faut que tous les critères du référentiel soient satisfaits, c'est-à-dire qu'il faut obtenir une note de 10 sur 10. Donc c'est un long travail. Alors, je vous dis ça, il y a des toutes petites exceptions, mais globalement, c'est ça le concept. Il faut obtenir 10 sur 10 pour pouvoir avoir la certification qui est reconnue à la fois par Green Destinations et par le GSTC. Donc, c'est vraiment quand même, on va dire, les destinations qui sont au maximum des bonnes pratiques que l'on peut avoir aujourd'hui. Et justement, la partie label, elle a été créée pour pouvoir avoir un parcours de progression et que ce ne soit pas blanc ou noir, oui ou non. Voilà, c'est pas vous êtes certifié, vous ne l'êtes pas. Alors, vous êtes sur un chemin d'amélioration de vos pratiques et donc, avant d'obtenir éventuellement un jour, si ça vous intéresse, la certification, l'idée c'est que vous puissiez progresser euh, avec ces paliers. Donc, ces paliers, comme je vous indiquais, ce sont les suivants. À partir du moment où on obtient le niveau, on va dire 6 sur 10, on obtient le niveau bronze, 7 sur 10 argent, puis or. Puis à partir de 9 sur 10, on est platine. Et c'est à partir du moment où on est platine qu'on peut commencer à réfléchir à avoir la certification GSTC. Donc on est dans cette dynamique-là. Alors, pour parler un petit peu du contenu du référentiel, il y a 6 grandes thématiques dans le référentiel qui couvrent quand même la, la grande majorité des sujets de durabilité en lien avec les destinations. La première thématique, c'est la thématique de la gestion des destinations. Donc, c'est là qu'on va retrouver le sujet de euh, comment est-ce que la gouvernance de la destination est structurée. Est-ce qu'on a quelqu'un pour coordonner la durabilité du tourisme sur la destination? Est-ce que cette personne, elle est formée? Comment en fait aussi la stratégie globale de gestion des flux est organisée? Est-ce que j'ai une stratégie de tourisme durable? Est-ce que j'ai un plan d'action? Est-ce que j'ai mis en place les indicateurs qui vont bien pour pouvoir suivre ma progression, etc., etc. Donc, c'est tout ce qui va être vraiment la partie gestion de la destination. Ensuite, la thématique numéro 2, c'est la partie nature et paysage. Donc, ça, c'est comment la destination, elle va à la fois préserver et valoriser la nature et le paysage de son territoire. Donc, il y a vraiment toujours ces deux dimensions-là, comment je fais pour le conserver, pour le préserver, mais aussi pour le mettre en valeur et le mettre en tourisme dans une manière qui soit effectivement responsable. La troisième partie, c'est la partie sur l'environnement et le climat. Donc là, c'est vraiment la partie environnementale un peu classique telle qu'on l'entend. Ça va être la gestion de l'eau, la gestion des déchets, les émissions de gaz à effet de serre, l'énergie, les transitions vers des énergies renouvelables, la question des mobilités, comment je développe des mobilités douces, etc., etc. Donc tout ce qui va être là, et puis aussi la question de l'adaptation au changement climatique. Comment j'anticipe le changement et comment justement je vais communiquer sur ces sujets-là pour que tout le monde sur la destination puisse s'adapter. Donc, il y a pas mal de critères là-dessus. La thématique numéro 4, c'est culture et tradition. C'est un petit peu le pendant de la thématique 2, mais sur les choses plutôt, on va dire, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel humain. Donc, tout ce qu'il soit matériel ou immatériel. Donc, tout ce qui va être le bâti, donc l'héritage, le patrimoine bâti, mais ça va être aussi toutes les traditions, toutes les danses, les chants, les coutumes, la gastronomie, les produits locaux, etc. Donc on est vraiment culture et tradition, comment on fait pour valoriser, préserver ça. La thématique numéro 5, c'est tout ce qui est bien-être social. Donc vous savez que, bon là on parle de tourisme durable, c'est donc l'application du développement durable au secteur du tourisme. Donc on est sur les trois piliers, environnemental, social, sociétal et économique. Et donc, la partie bien-être social, c'est vraiment le pilier plutôt social du tourisme durable, où on va avoir le respect des droits humains dans la destination, donc tout ce qui va être lutte contre les discriminations, égalité, etc. Ça va être tout ce qui est inclusion des personnes en situation de handicap. Ça va être
tout ce qui va être le partage aussi en fait des retombées économiques du tourisme, s'assurer que ça reste bien dans la destination, l'emploi dans le tourisme, la qualité de l'emploi dans le tourisme. Voilà, tous ces sujets-là en fait sont traités dans le thème 5. Et puis la partie 6, c'est communication et entreprise, et ça va être le gros de cette thématique, c'est vraiment comment la destination elle va encourager les entreprises, les sociopros du tourisme à améliorer leurs pratiques en fait. Comment elle va valoriser par sa communication les entreprises qui sont engagées. Comment elle va les pousser aussi et les accompagner à se certifier, à se labelliser. Voilà, donc c'est vraiment c'est la partie accompagnement des sociopros. Et comment aussi la destination communique sur ces sujets de durabilité et comment sa communication est responsable. Voilà, en gros, la présentation des thématiques. Donc, vous voyez que les sujets sont très larges. Euh, c'est la globalité des sujets de durabilité qui sont traités. Donc, je vous ai dit que c'était reconnu par le GSTC, mais quelque chose qui est important aussi, c'est qu'effectivement, ça a été fait sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme, donc une structure de l'ONU. Et donc, le référentiel est basé et aligné sur les ODD, les fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, ces 6 thématiques, en fait, elles ont des tailles variables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de critères dans chacune des thématiques. Alors, au total, on a 84 critères. Tous les critères ne sont pas obligatoires. Il y a des critères qui sont optionnels, mais il y a quand même 75 critères qui sont obligatoires. Il y a quelques critères qui peuvent potentiellement être non applicables, mais il n'y en a quand même pas beaucoup en général qui sont non applicables. Et donc, en gros, vous voyez qu'il y a quand même, si on regarde les volumes de critères, la thématique 1, 3 et 5, elles sont quand même conséquentes. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus de critères que sur les autres. Pour autant, chaque sujet, ça a été découpé de cette façon-là parce que chaque sujet est aussi important l'un que l'autre. Et donc, in fine, chaque thématique vaut le même poids dans la note finale. Voilà. Pour autant, pour avoir une bonne note dans la partie gestion, ben, il faut répondre à plus de critères que sur la partie nature et paysage, par exemple. Donc, c'est plus de travail de rédaction, voilà. Mais in fine, dans la note finale, chaque thématique a la même valeur. Voilà, la même valeur. Et à l'intérieur de chaque thématique, chaque critère a la même valeur. Alors, quelle est un petit peu la philosophie générale de ce travail, de ce référentiel? Le, le premier point qui est important à comprendre, c'est que l'idée de ça, c'est de développer une activité plus durable, une activité touristique plus durable sur un territoire plus durable. Donc ça veut dire qu'on n'isole pas complètement l'activité de tourisme du reste et que, et que les critères de ce référentiel vont certains porter vraiment très particulièrement sur le tourisme et d'autres vont porter plutôt sur la globalité du territoire. Donc, c'est le cas quand on parle de la gestion des déchets, de l'énergie, etc. C'est des choses qui dépassent la partie touristique, même si le tourisme va mettre une pression supplémentaire de consommation de ressources, de génération de déchets, etc. Donc, il y a clairement des sujets qui sont spécifiques au tourisme. Mais l'idée, c'est que le territoire, d'une manière générale, soit bien géré sur ces sujets-là. Donc ça nécessite effectivement de sortir aussi de son champ de compétences stricto sensus d'OGD, en fait. Hein. Et donc ça nécessite des rencontres avec des autres, des partenariats, des rencontres et des échanges avec les autres acteurs du territoire, en réalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est ce qui, c'est le cœur un petit peu de la démarche. Une autre dimension importante, c'est la recherche d'une activité touristique qui est consciente de ses impacts et qui va les gérer. Et c'est vrai que ça, en général, c'est pas fait spontanément avec cette approche-là, de se dire on va gérer les risques liés au tourisme et se dire que voilà, comment on va analyser les impacts du tourisme sur le territoire et sur les atouts de la destination, qu'ils soient culturels ou naturels, et se dire, bon, ben, qu'est-ce que le tourisme apporte de positif pour maximiser ça, et qu'est-ce que le tourisme aussi peut avoir comme risque par rapport à tel et tel aspect, et comment je vais faire pour minimiser les impacts euh, et pouvoir les annuler. Aujourd'hui et dans les années à venir, en se projetant un petit peu en fonction des tendances et en se disant, bon, dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, est-ce que les éléments de protection qui sont en place aujourd'hui vont suffire ou pas? Et ça, évidemment, c'est des éléments aussi que nos GD ne peut pas forcément mesurer tout seul. Donc, ça veut dire qu'il faut voir aussi avec les personnes, les structures qui sont responsables de ça, responsables de mesurer en fait ces impacts
quelles sont les informations que l'on peut obtenir et analyser. Après, effectivement, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les différents piliers du développement durable, donc économique, social, environnemental. On n'est pas là pour dire le tourisme, c'est mal, il faut l'arrêter. On est là pour dire le tourisme, ça a des vertus importantes et il faut essayer de le préserver, et tout en équilibrant justement cette dimension sociale et environnementale. Euh, donc, c'est la philosophie du référentiel. Et puis l'idée aussi, c'est d'avoir des activités qui sont toujours des relations gagnant-gagnant entre toutes les parties prenantes. Voilà. Donc c'est de réfléchir qu'il n'y a pas une partie prenante qui va être lésée lorsqu'on va mener telle ou telle action. Donc on est vraiment dans du partenariat, du gagnant-gagnant, et ça implique aussi d'avoir beaucoup plus, pour pouvoir mesurer ça et développer ça, ça implique d'avoir de l'information sur les parties prenantes, de savoir comment ces parties prenantes vivent le tourisme. Donc, je pense par exemple aux habitants qui ne sont pas forcément toujours interrogés sur ces sujets-là. Donc, les habitants, les entreprises touristiques, évidemment les visiteurs, voilà. Donc, toutes les parties prenantes, l'idée, c'est qu'il y ait quand même du gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, il y a quatre grandes valeurs que l'on retrouve, et je ne vais pas pouvoir développer ça ce matin puisqu'on n'a pas énormément de temps. Mais bon, respect, participation, authenticité et transparence. Ok. Alors, rapidement aussi, quels sont les intérêts que l'on a vus pour les destinations qui ont été accompagnées? Donc aujourd'hui, il y a peut-être une trentaine de destinations en France qui ont été complètement accompagnées, d'autres qui sont en cours aujourd'hui. Donc on arrive à avoir quand même de la matière, des retours de ces structures-là. Euh, on a la chance, on aura aussi un témoignage en fin de webinaire. Mais qu'est-ce qui est en fait intéressant grâce à ça, qu'est-ce qu'apporte en fait cette démarche de référentiel Green Destinations? C'est en premier lieu du cadre et de la méthodologie pour justement cette transition. Parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais souvent on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et ça, effectivement, ça donne un cadre et une méthode pour réfléchir à aux transformations. Ça permet de faire un état des lieux, effectivement, et aussi de valoriser ce qui est bien fait. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui est fait dans la destination par des acteurs que l'on ne connaît pas forcément bien. Et donc, ça permet de valoriser tout ça et également de définir quelles sont les actions d'amélioration. Ça met en place une dynamique sur le territoire et en fait les liens entre les services qui sont souvent en silo, parfois à l'interne dans les OGD et en tout cas clairement entre l'office de tourisme et la collectivité, parfois entre les ADT, d'autres structures. Bon, en tout cas, c'est vraiment de se dire, on se parle et on met en place cette dynamique territoriale. Le label, c'est aussi un vrai alibi. Retenu ce mot qui a été prononcé par une des destinations, c'est un alibi pour engager toutes les parties prenantes, en fait. Ça génère de la motivation parce qu'on met en place un projet collectif et de se dire, bon, ben voilà, on va tous ensemble faire évoluer nos pratiques, faire évoluer la destination, du coup aussi l'image de la destination. Donc c'est vraiment un projet de destination, un projet collectif. Et, et donc quand on a la carotte du label, c'est plutôt intéressant. Et les retours qu'on a eus de ceux qui ont été labellisés, c'est qu'effectivement, une fois que le label est obtenu, ça engage encore davantage les acteurs du territoire. C'est-à-dire, bon, mais nous aussi, on veut participer, etc. Donc c'est vraiment une bonne excuse en réalité, ce label. Pour les OGD eux-mêmes, c'est intéressant parce que ça les positionne au centre de la transition. On voit souvent qu'ils ne participent pas tellement, les OGD, les OT, aux réflexions qui ont eu lieu pour faire les PCAET du territoire, les réflexions vraiment sur la durabilité. Ils sont rarement en fait intégrés. Donc là, ça les positionne mieux. Ça fait évoluer les métiers en fait dans les OGD. Il y a des créations de postes de référents RSE, référents tourisme durable. Régulièrement, j'ai vu que dans les structures qui ont été accompagnées, ben, il y a eu derrière des contrats d'alternants qui ont été mis en place, des stages qui parfois se pérennisent, etc. Donc, il y a une évolution des métiers et parfois des moyens supplémentaires qui sont alloués grâce à ça. Il y a un intérêt personnel des participants puisque que ce soit la direction, que ce soit les référents qui participent à ça, ils s'ouvrent sur des sujets connexes au tourisme, on va dire, auxquels normalement ils ont pas accès. Donc, c'est une meilleure connaissance du territoire, c'est voilà, un vrai intérêt personnel des participants. Et puis aussi, on peut innover dans le positionnement de l'OGD et dans les services proposés par l'OGD. Là, on est en train de travailler aussi des suites un petit peu de tout ça sur
comment en fait les OGD vont se positionner comme des accompagnateurs des sociopros de leur territoire en complément des structures qui sont déjà là pour les accompagner. Comment vraiment mettre en place une dynamique d'accompagnement des sociopros en partenariat avec les autres acteurs du territoire. Donc ça modifie aussi un petit peu le positionnement et les services proposés par l'OGD. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Sophie, tu me diras, ou si on va à la fin, mais Pas encore, donc n'hésitez ok, pas ok. à voilà, Ok. les mettre dans le chat si vous le Comme je ne vois souhaitez. pas, en fait, je ne vois pas les C'est tout bon. Alors, sur le parcours, je regarde l'heure. Euh, comment ça se passe concrètement? Donc, en fait, à partir du moment où vous avez envie vis-à-vis de Green Destinations, il y a, à partir du moment où vous voulez candidater, en fait, vous allez avoir accès à une phase qu'on appelle la phase d'engagement. Et cette phase d'engagement, elle passe par une plateforme numérique à laquelle on vous donne accès et auquel vous pouvez donner les accès à qui vous voulez pour travailler de façon collaborative. Et cette plateforme, en fait, c'est une plateforme de reporting où vous allez donc répondre aux critères, rédiger en fait comment vous, pour votre destination, vous satisfaisez ou pas l'ensemble des critères. Et vous allez pouvoir euh, mettre des fichiers en pièces jointes pour prouver ce que vous dites en fait. Voilà. Donc c'est la plateforme de reporting, mais qui est aussi une plateforme d'aide un petit peu. Vous pouvez avoir quand même des guides, des bonnes pratiques. Voilà. Donc c'est surtout pour le reporting, mais si vous n'étiez pas accompagné, comme c'est le cas là, parce que le CRT met en place tout cet accompagnement, une destination pourrait éventuellement travailler en autonomie sur la base de cette plateforme et des indications qui sont données sur la plateforme. Donc, en tout cas, voilà, donc il y a cette phase d'engagement. Euh, à partir de ce moment-là, vous allez donc la compléter, vous allez avoir un rapport d'évaluation sur la durabilité. Euh, donc, enfin, vous allez vous générer votre rapport d'évaluation sur la durabilité. Il y aura ce qu'on appelle une vérification technique pour voir si tout fonctionne, les pièces jointes et tout ça. Mais ensuite, on passe à la phase de certification. Et là, vous allez avoir donc un audit, en fait. Un audit euh, qui est réalisé sur pièce et sur place. Donc, l'auditeur ou l'auditrice qui est désigné par Grid Destinations euh, va regarder sur la base de ce que vous avez mis dans la plateforme, c'est-à-dire sur votre rapport d'évaluation de la durabilité, à vérifier en fait ce que vous avez écrit, va vérifier les éléments de preuve que vous avez apportés et ensuite va donc déjà se faire une opinion et ensuite va organiser un audit sur place euh, en général 1 à 2 jours en fonction de la tête de la destination pour vérifier aussi ce qui a été dit, s'assurer de la sincérité des choses, creuser certains sujets, rencontrer les parties prenantes et à partir de là, faire un rapport d'évaluation qui passe en commission, un comité de certification. Et à partir de là, on vous dit si oui ou non vous avez accès au premier niveau qui est le niveau bronze, et si vous y avez accès, à quel niveau vous êtes en fait. Voilà. Et si c'est ça, ben, on fait la fête et on communique là-dessus. Voilà en gros les différentes phases de, de l'audit, enfin voilà, juste pour arriver jusqu'à la labellisation. Sachant qu'en amont de la phase d'engagement, l'accompagnement qui vous est proposé permet de tout préparer, en fait. Tout préparer, et vous avez déjà la plupart des informations, elles vont vous être communiquées dans le cadre du programme là qui va vous être présenté par la suite. Voilà. Donc, tout est prêt et la phase d'engagement, du coup, là, elle est très courte parce qu'une fois que vous avez accès à la plateforme, il suffira de faire des copier-coller, en gros, de ce que vous aurez préparé en amont si vous participez à cet accompagnement. Voilà. Ben, je vous ai mis des copies d'écran de la plateforme. Alors là, c'est en anglais, mais la plateforme est en français. Tout est traduit en français. Donc, vous aurez. Voilà. Ça se passe. Juste que vous voyez un petit peu comment ça se passe avec ici des, un tableau de bord de l'avancée où on retrouve, vous voyez, gestion de la destination, nature et paysage, environnement et climat, etc. Ça, c'est un tableau de bord où on voit le niveau d'avancement de la complétude du rapport. Alors, tout ça, quand même, ça a un coût, donc il faut que vous en ayez conscience, donc on vous en parle tout de suite. Il y a différents types de frais, en fait, qui sont liés à ça. Il y a d'abord ce qu'on appelle les frais d'engagement. Ces frais d'engagement, ils sont à payer une seule fois pour vous engager, pour avoir accès à la plateforme et pour pouvoir faire votre rapport d'évaluation en bénéficiant des aides qui sont disponibles sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment à payer une seule fois, en amont de la labellisation.
ça a un coût de 2 400 € hors taxe, donc uniquement pour ça. Sauf que donc ça vous donne droit en fait à ce guide, au guide des critères, des bonnes pratiques, des formations en ligne et à la participation au top 100 si jamais vous souhaitez faire valoir une bonne pratique euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez y participer, pendant la première année, lors de cette période d'engagement, vous pouvez y participer gratuitement. Sinon, il y a des frais de participation au concours. Il faut savoir que donc ça, ce sont les frais qui sont réglés lorsque vous travaillez en autonomie. Lorsque vous êtes accompagné, comme c'est le cas là, en fait, les accompagnements, ces frais-là sont réduits à 1 200 € hors taxe. Donc, il y a 50% de réduction là-dessus parce qu'on considère que vous n'avez pas besoin d'avoir les formations en ligne et d'avoir ces guides puisque vous les avez en amont dans le cadre de la formation avec OTN et l'accompagnement par moi-même. Donc, le parcours qui est organisé là. Donc, normalement, c'est 2 400 € hors taxe. Sinon, là, pour ceux qui vont participer à la partie collective, ce sera réduit à 1 200 €. Alors, ça, c'est donc une seule fois. Ensuite, il y a des frais qui sont des frais récurrents chaque année, qui sont les frais de labellisation ou de certification. Donc, ça, c'est frais comme n'importe quel label. Je pense que vous avez l'habitude. Il y a des frais qui sont à régler chaque année. Ces frais, ils dépendent de la taille de la destination. Donc, il y a une grille. Je vous indiquerai la grille. Et quand vous vous engagez, vous êtes labellisé ou certifié pour 2 ans. Et donc, vous vous engagez à payer ces frais pour 2 ans. Euh, voilà. Après, vous pouvez toujours choisir de ne pas recandidater, de ne pas renouveler la labellisation, la certification. Donc, vous arrêtez de payer évidemment les frais. Il y a des frais de déplacement aussi de l'auditeur. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, donc ça, c'est à payer tous les 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les honoraires de l'auditeur, ils sont inclus dans les frais annuels au-dessus. Donc, il n'y a pas d'honoraires de l'auditeur à payer. C'est inclus dans le package des frais de certification. En revanche, l'audit sur place ne se fait qu'une fois sur deux. Il se fait la première fois, la première certification et labellisation. 2 ans plus tard, c'est uniquement un audit sur pièce pour voir les évolutions. Et 2 ans plus tard, il y a de nouveau un audit sur place et sur pièce. Donc, c'est tous les 4 ans que l'auditeur ou l'auditrice va se déplacer. Et pour ça, il y a donc les frais, en gros, un déplacement, une nuit d'hôtel et un ou deux repas, qu'en général, vous choisissez, puisque l'idée, c'est aussi de montrer, travailler avec des sociopros qui soient engagés. Et donc, ça fait partie un peu aussi de l'audit, on va dire, et de la démonstration des atouts de la destination que vous pouvez avoir et de vos sociopros engagés. Donc ça, c'est, on va dire, quelques centaines d'euros tous les 4 ans. Donc les frais récurrents qui sont à payer chaque année aujourd'hui, ils dépendent du nombre d'habitants. Je dis aujourd'hui parce qu'il est possible que peut-être un jour, ça soit en fonction du nombre de nuitées touristiques ou quelque chose comme ça, de faire évoluer plus avec un lien avec la touristicité. Mais aujourd'hui, c'est en fonction du nombre d'habitants. Et donc, c'est par ces tranches-là que vous voyez en fonction de la destination. Donc, ça va de 2 300 € pour le label jusqu'à 5 800 € si jamais vous avez une destination de plus d'1 million d'habitants. Il y a des différences en fait de frais entre label et certification et vous voyez que ce sont aussi des différences quand même considérables. C'est beaucoup plus cher la certification. Pourquoi c'est plus cher? Déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour l'obtenir, hein, mais c'est aussi plus cher parce qu'en fait, c'est la certification qui est donnée à la fois par Green Destinations et par le GSTC. Donc, il y a les frais des deux services en fait. Il y a une double en fait certification. Donc, c'est ce qui coûte quand même beaucoup plus cher. Donc, voilà. Euh, Avec un intérêt, peut-être que voilà, vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Mais moi, je pense que la partie label, c'est quand même ce qui est le plus pertinent et performant parce que en termes de communication, c'est la même chose. Et en termes de finalement de qualité de progression, en tout cas de démarche, c'est exactement le même référentiel, la même façon d'être audité, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, important quand même à savoir, tout ça ce sont des frais hors taxe. Donc, si votre structure ou la structure qui va porter le label a un numéro de TVA intracommunautaire, la TVA n'est pas appliquée, puisque c'est une facturation qui est dans l'Union européenne, donc il n'y aura pas de TVA. Si jamais vous n'avez pas de numéro de TVA intracommunautaire, il faut rajouter 20% donc, à ces frais-là, parce qu'il y a la TVA en plus qui s'applique, et donc certaines structures ne récupèrent pas la TVA. Voilà pour cette partie des frais. Et effectivement, dernière diapo par rapport à ça, c'est cette conférence dont Philippe vous a parlé tout à l'heure,
conférences 2025 qui ont lieu 29 et 30 septembre avec un accueil la veille, le 28, qui aura lieu à Montpellier. Donc, effectivement, l'occasion, que vous suiviez l'accompagnement ou pas, de venir vous inspirer, vous nourrir avec des destinations qui vont venir du monde entier pour parler de durabilité du tourisme sur leur territoire, présenter les bonnes pratiques, échanger sur différents sujets. Donc, euh, vous aurez très prochainement la possibilité de vous y inscrire si jamais ça vous intéresse. Voilà pour Ma- cette partie. Oui, Mathieu, on a Oui, peut-être une question avant de passer oui, à la oui. suite de Katia, de la métropole de Montpellier. Elle demande, est-ce qu'il faut annoncer en amont du dépôt du dossier si on candidate pour le Awards ou pour la certification, ou est-ce que c'est décidé après analyse des pièces? En fait, on le dit au départ, la façon dont le premier contact avec Green Destinations, mis à part moi en fait qui fait le lien, mais le premier contact officiel, c'est un Google Form en fait, un questionnaire en ligne que vous remplissez pour dire je souhaite m'engager, et c'est ça qui va générer en fait un contrat, une convention d'engagement où on va vous indiquer les tenants, les aboutissants, les frais auxquels vous vous engagez de payer, etc. Donc ça, forcément euh, vous allez choisir si vous voulez dès le départ, si vous visez la certification, si vous visez le label. Et donc, parce que les frais auxquels vous allez vous engager, en fait, les frais que vous allez vous engager de régler varient. Et donc, dès le départ, c'est conventionné. Ça peut changer de toute façon. Très honnêtement, la partie certification, c'est beaucoup de travail, quoi. C'est beaucoup de travail. C'est pas la première fois, je pense pas qu'il y ait une destination qui va arriver, qui va dire, moi, je veux tout de suite la certification. C'est inatteignable, très honnêtement, dans un premier temps. C'est vraiment plusieurs années, je pense, de réflexion et de travail. C'est pas, voilà. Donc, les gens vont sur le label, décident que c'est le label. Rien ne vous empêche par la suite de le faire évoluer. Mais je pense qu'il y a quand même il y a des petites différences aussi. Il y a des points qui sont un peu plus exigeants. Et puis, il y a des, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on le dit tout de suite. Oui, on le dit tout de suite. Voilà, pas d'autres questions. Je pense qu'on peut passer à la suite. Merci. OK, merci. Donc, sur cette base-là de qu'est-ce que c'est que Green Destinations et comment on arrive jusqu'au label, comment nous, on vous propose en fait de travailler pour vous y amener. Donc, l'accompagnement, il a été pensé, alors il a été pensé euh, en relief par rapport à ce qui a été fait l'année dernière en Occitanie, qui lui-même, comme accompagnement, a été pensé par rapport à ce qui avait été fait en collectif en Normandie. Voilà. Sauf qu'effectivement, comme disait Philippe, on n'a pas les mêmes partenaires financiers, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus efficace possible pour vous accompagner. Donc, on a deux temps, en fait. Un premier temps qui est une formation collective qui est dispensée par OTN, donc la Fédération régionale des hôtels de Normandie, qui a créé cette formation euh, avec ADN Tourisme, qui a été déployée déjà au niveau national. Donc, c'est une formation qui est bien rodée et qui a pour objectif déjà de vous faire un premier niveau de compréhension et de découverte du référentiel, mais aussi, et je dirais peut-être surtout, d'un kit-outil qui a été créé à la base en Normandie, mais qui a été enrichi lors de la mission en Occitanie. Donc là, on a un kit-outil qui est quand même très abouti autour de Green Destinations et qui permet d'aller beaucoup plus vite pour mettre en œuvre des actions, pour travailler sur ces sujets que si on ne l'avait pas. Donc, ces 3 jours de formation, ils ont vraiment cette vocation-là à vous transmettre tout le travail qui a été réalisé par vos collègues précédemment pour, euh, pour que vous puissiez avoir cette efficacité-là. Donc, cette formation, elle a lieu les 8, 9 et 10 avril 2025. Donc, ça, j'imagine que vous savez comment vous inscrire. Tout ça, c'est formation. Je viens de mettre dans le chat, j'ai remis la page effectivement du PRF, du plan régional de formation. OK, merci. Donc, ça, c'est OTN qui va l'animer. Et ensuite, il y a l'appui conseil collectif. Donc là, on ne sera plus dans une phase formative de formation, mais dans une phase plutôt d'accompagnement. Et je vais vous détailler un petit peu ça. Et donc ça, c'est moi qui vais l'animer. Et c'est à partir donc du 24 avril, je vous donnerai l'agenda avec les dates telles qu'elles ont été déjà posées. Alors, cette formation collective,
je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Vous regarderez le programme, vous regarderez exactement ce qui est prévu, mais elle aura lieu donc à Montpellier pendant 3 jours. C'est Romane Moreau qui va animer cette formation, euh, qui connaît bien tout ça, qui l'a déjà animé à de nombreuses reprises au niveau national. Et donc, avec le partenariat effectivement financier de l'AFDAS. Donc là, ça va vous permettre d'avoir quand même vraiment toutes les bases pour bien appréhender la phase suivante où on va en fait se lancer dans le diagnostic. Parce que la phase suivante, donc, l'objectif de cette phase, ça va être que vous puissiez vraiment comprendre en profondeur les critères du référentiel et que vous mobilisiez à chaque fois les outils disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez bien en tête le kit outil tel qu'il existe pour qu'on puisse dire, ouais, OK, voilà, là, on est sur tel critère, il y a ça et ça et ça qu'il va falloir regarder. Et si jamais ben, ce n'est pas fait dans votre destination pour une raison ou pour une autre, ben, vous avez la possibilité d'avoir cette méthode-là, vous avez cet outil-là pour gagner du temps et pour vous l'approprier. Voilà. Donc, c'est vraiment que vous puissiez comprendre en profondeur les critères du référentiel. Et puis ensuite, on a prévu une autre phase qui est une phase d'optimisation de la rédaction du dossier. Vous avez compris qu'il allait falloir rédiger, en fait, hein, ce qu'il faudra mettre ensuite sur la plateforme. Mais cette rédaction, elle n'est pas forcément simple. Et donc, l'idée, c'est que vous allez avoir du temps pour le travailler par vous-même, hein, en autonomie. Mais on a prévu un temps de travail sur ce sujet pour optimiser la rédaction des dossiers. Donc, en gros, voilà, il y a eu sur les cinq journées qui ont été allouées et financées par le CRT directement, et non pas par l'AFDA, je vois qu'on a laissé le logo, mais en tout cas, bref. Donc, il y a le cadrage de la démarche qui nous a amené à aujourd'hui. Il y aura un diagnostic collectif qui va être fait sur 5 demi-journées, et puis une relecture collective des dossiers sur 4 demi-journées. Je vais vous en dire un petit peu plus, comment on a organisé les choses. Donc, de avril en fait à début juillet, d'ailleurs, c'est début juillet, on a un petit peu modifié. De avril à début juillet, l'idée, ça va être de vous aider en fait à réaliser le diagnostic de votre destination. Ça va être aussi que vous puissiez échanger entre vous, que les participants puissent échanger entre eux sur la bonne pratique. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui ressort comme intéressant, c'est ces échanges-là. Et de définir les besoins que vous avez pour votre structure, pour accélérer la transition et harmoniser aussi les pratiques. Donc, en gros, voilà les objectifs que l'on se fixe sur cette phase-là. Et en fait, l'idée de ça, ça va être on va caler 5 demi-journées. Alors, vous me dire pourquoi 5 demi-journées alors qu'il y a 6 thématiques? Parce qu'en fait, vous avez vu qu'il y a des thématiques qui sont courtes. Et en fait, la thématique 2 et la thématique 4, on la travaille en même temps et en une demi-journée, on a le temps de travailler ces 2 thématiques. Donc, on va avoir 5 temps de travail où on va vraiment balayer toutes les thématiques du référentiel et on va les faire en alternance. Donc, vous avez à chaque fois 2 ou 3 semaines d'écart entre les demi-journées, de façon à ce que vous puissiez aussi quand même réfléchir, préparer en amont ou en aval en fonction de votre organisation. Et puis, et vous allez pouvoir, grâce à ça aussi, euh, évaluer les écarts qui existent finalement entre la bonne pratique que vous donne le critère, en fait, et votre situation. Et donc, si vous avez des écarts, pouvoir dire, bon, ben voilà, là, j'ai des actions à mener, et noter aussi au fur et à mesure, se dire, bon, ben voilà, là, moi, je suis pas, le critère pour moi, il n'est pas satisfait. Qu'est-ce que je peux faire pour le satisfaire? Il va falloir que je fasse ça et ça. Donc, vous allez pouvoir lister les actions au fur et à mesure. Et ça sera pour vous de la matière pour créer un plan d'action par la suite. Donc là, la production de cette phase-là, c'est que vous aurez, à la fin de ça, une synthèse des diagnostics que vous aurez fait vous-même, guidé par moi. Voilà, guidé au fur et à mesure. Et Oui, pardon oui, Mathieu, on a une vas-y. petite question Ouais. de Claire qui demandait s'il y avait une différence de méthodologie en fonction des différents échelons, si on était un ADT ou un OT. Bon, moi, j'ai dit que la méthode était la même, mais qu'après, c'était une adaptation. Mais je te laisse répondre peut-être plus en détail. Oui, oui, oui. La méthode, c'est exactement la même parce qu'en fait, ce référentiel, il s'applique pas à une destination d'une taille particulière. Donc, alors, en fait, il peut y avoir des destinations qui sont petites, des destinations qui sont très grosses. On a eu des ADT qui ont participé, en fait, l'année dernière. On a la Tarn Haute-Garonne et qui a Haute-Garonne. participé, on a le Tarn. Moi, en ce moment, j'accompagne le Morbihan. Il y a d'autres départements, en fait, qui le font. Et il y a d'autres départements qui sont aussi intéressés, qui devraient se lancer bientôt. Donc, on peut tout à fait travailler à l'échelle d'un ADT, sauf que ce n'est pas la même intention. Et on se retrouve dans un cas qui est un cas un peu complexe, en fait. Alors,
complexe, oui ou non. Ça dépend. Il faut analyser, on va dire, la situation. Mais on est dans un cas qui est moins simple que si on a, on va dire, un OT, une collectivité et que tout ça, c'est voilà, simple. Mais c'est finalement assez rare que ce soit comme ça. Il y en a souvent des cas qui sont un peu plus complexes que ce cas-là. Et en fait, il va falloir voir quelle est l'intention aussi de l'ADT. Est-ce que l'ADT, son objectif, c'est de labelliser la totalité du département? C'est une possibilité. Et dans ce cas, ben, il y a une méthode particulière à réfléchir. Ou est-ce que l'ADT se positionne comme en relais pour que certaines destinations du département se labellisent, en fait? Donc, vous voyez, c'est pas. En fait, ça dépend vraiment. C'est une question politique, une question de stratégie, peut-être aussi de capacité du territoire ou de voilà. Mais en gros, il peut y avoir plusieurs approches possibles à partir du moment où on a des destinations infra qui chacune vont avoir quand même une autonomie dans la stratégie de tourisme, une autonomie dans les décisions, etc. Donc là, ça se réfléchit. Voilà. Ça se réfléchit. Mais en tout cas, l'approche qu'on peut avoir, elle est la même. L'approche de la compréhension des critères, elle est la même. Et on a repéré que grâce au département qu'on a déjà accompagné, qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui se font à l'échelon départemental. Il y a beaucoup de choses à valoriser au niveau de l'échelon départemental et que c'est un assez bon échelon quand même pour réfléchir à ça. Voilà. Donc l'approche, elle est la même. C'est juste qu'après, pour la justification des critères, il y a certains critères qui sont un peu plus complexes. Et je dirais qu'il y a peut-être 15% des critères où ça va être un peu plus complexe parce que la réponse aux critères, elle n'est pas homogène sur le territoire. Voilà. C'est-à-dire que d'une destination infra à l'autre, la réponse n'est pas la même. Et donc, du coup, ça nécessite d'avoir des focus un petit peu plus précis. Bon, je ne sais pas si je rentre dans trop de détails, mais en tout cas, c'est voilà, ma réponse. J'espère que c'est clair pour vous. Oui, merci. On va peut-être avancer parce que Ouais. l'heure tourne. Merci. Alors, la deuxième partie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas intégré l'année dernière, en fait, parce que l'année dernière, il y a eu donc cette partie-là, la partie diagnostic, c'est exactement la même chose qu'on a fait avec les autres. Mais les autres, ils ont eu, grâce au financement, des parties individuelles, 2 jours d'accompagnement individuel qui nous a permis de nous plonger vraiment dans la destination, rebalayer le tout, travailler sur les actions à mener, etc. Bon, là, cette année, malheureusement, on n'a pas les moyens de faire ces accompagnements individuels. Donc, ça veut dire que si jamais les participants le veulent, ce sera à eux de le financer. Mais ce qu'on a prévu, du coup, c'est qu'on s'est dit, ben, on va faire l'essentiel, l'accompagnement sur les critères. On va les laisser travailler en autonomie. Et à la fin, ce qu'on va rajouter, qui est quelque chose qui a un peu manqué quand même, qui est ressorti comme étant un peu manqué aux OGD qui ont participé l'année dernière, c'est d'avoir un regard sur la rédaction et sur la relecture en fait des critères. Donc là, on a prévu de faire 4 demi-journées de relecture collective, où l'idée c'est que chacun puisse apporter ce qu'il a rédigé, peut-être sur les critères qui lui posent le plus de problèmes, ou voilà, et qu'on les partage en fait ensemble, en disant voilà, nous on a rédigé ça, et moi de donner mon avis, ma vision sur qu'est-ce qui est plus pertinent, qu'est-ce qui est peut-être à enlever, voilà, comment on peut valoriser certains aspects parfois. C'est pas tout à fait dans le sujet, mais par contre, on peut le valoriser sur un autre critère du référentiel, etc., etc. Donc, et aussi la question des pièces jointes, comment on apporte les preuves de ce qu'on dit, etc. Donc, on a prévu ce temps-là qui me semble être très utile et qui permettra, voilà, pour ceux qui auront bien avancé, en fait, d'avoir un regard qui permettra non pas d'une relecture complète individuelle de chacun des dossiers, mais d'avoir quand même cette participation et ce regard extérieur sur la façon dont les choses sont rédigées et d'optimiser en fait cette rédaction pour que l'auditeur il puisse être le plus satisfait possible de ce qui a été écrit. Voilà. Donc, le calendrier tel qu'on l'a prévu. Donc, bon, la présentation, c'est un petit peu à part, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais la formation, ces 3 jours, c'est la formation initiale, on a dit, c'est en avril. Et puis ensuite, le diagnostic collectif, il va démarrer fin avril, en fait, fin avril, j'ai décalé un petit peu cette barre-là. Mais en fin avril, il va aller jusqu'à tout début juillet. Donc là, c'est la partie où on va regarder les critères ensemble. Et cette relecture collective, on l'a positionnée à la fin de l'année, ce qui fait que ça vous laisse normalement juillet, août, septembre, octobre pour faire un travail en autonomie de rédaction. Et novembre-décembre, de retravailler sur la partie
Alors, on n'a pas de contrainte au 31 décembre, puisque c'est le CRT qui finance la totalité, donc on peut tout à fait déborder si jamais on voit que c'est nécessaire. On peut imaginer qu'on fait deux demi-journées en novembre-décembre et puis deux demi-journées en janvier-février. Enfin, on peut voir aussi en fonction de votre besoin. L'idée, c'est pas que les choses sont figées dans le marbre comme ça. Mais c'est le calendrier qu'on a posé en se disant, bon, ben voilà, en fait, cet accompagnement et début 2026, les structures ont la possibilité de déposer leur candidature si elles le souhaitent. Si elles le souhaitent. Voilà. Donc, l'agenda, on a effectivement à mettre dans vos agendas, c'est la formation d'OTN, si jamais vous êtes intéressé par y participer. Puis ensuite, les demi-journées. Donc, on a prévu en fait toujours le matin, de 9h à 12h30. Et donc, voilà les dates qui ont été calées, 24 avril, 14 et 17 mai, 13 juin et 1er juillet. Donc, on va vous envoyer évidemment le support pour que vous puissiez garder ça. Sophie, ben, les personnes qui s'engageront recevront une invitation calendrier directement par Sophie qui étendra voilà, ce qui a été calé aujourd'hui. Et donc voilà, en tout cas, les dates sont déjà posées. On n'a pas encore calé les dates de novembre et décembre et je vous dis, ça pourrait être sujet à bouger si jamais on voit qu'il y a des besoins de le modifier. Alors, quand même quelque chose d'important, là je vais relaisser la parole à Sophie pour l'indiquer, c'est qu'il y a quand même des prérequis pour s'engager. Voilà, c'est quand même un travail important. Je pense que vous en avez pris conscience là, en tout cas, après cette présentation. C'est beaucoup de travail. Euh, il faut des ressources humaines pour pouvoir le faire. Il faut quand même une volonté politique aussi d'aller dans cette direction-là. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que l'on vous demande de préparer en amont de la participation. Sophie, je te laisse la parole pour clôturer avec ça, si ça te convient. Oui. Est-ce que tu peux mettre la page, ou sinon je prends la main. Ouais, moi, je sais pas si ça va Oui, marcher. en fait, oui. Donc, je vous ai mis dans le chat tout à l'heure la page vers le PRF de la formation. Et en fait, sur cette page, vous avez, quand vous scrollez un petit peu, vous avez donc tarif cible et objectif. Et ensuite, vous avez formation soumise à des conditions d'accès. Et donc, vraiment, je vous demande de vérifier ça, puisque vous avez trois documents, en fait, à regarder et à remplir. Donc, vous allez avoir un questionnaire, en fait, voilà, pour remplir des indications par rapport à votre structure et votre territoire. Nous, l'objectif, c'est vraiment, comme disait Mathieu, de vérifier en amont, en fait, la qualité et la maturité de votre stratégie. Est-ce que vous avez mis en place déjà une démarche RSE au sein de l'OT? Est-ce que votre territoire a déjà mis en place des éléments de durabilité? Est-ce qu'il travaille régulièrement avec la collectivité? On va aussi, bien sûr, vous demander quels sont les moyens réalisables pour se lancer dans cette démarche de valorisation parce que voilà, on le sait, je pense que Corinne pourra témoigner tout à l'heure que effectivement ça demande quand même du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps peut être dispatché, c'est pas forcément un seul ETP, ça peut être dispatché entre du temps de quelqu'un dans la collectivité et du temps de quelqu'un dans l'OT. Donc ça aussi, il faut le voir. Donc, on va effectivement nous vérifier que vous, voilà, que sinon c'est voué un petit peu à l'échec. Et puis, on va donc vérifier votre motivation pour aller sur ce label. Et puis, on va vous demander effectivement une lettre de soutien de votre collectivité de tutelle puisqu'en effet, on l'a dit, la transition écologique est portée par les collectivités et dès lors, ben, vous allez avoir besoin d'aller chercher des documents et de vous mettre en lien avec des interlocuteurs de votre PCI. Et donc, on demande le soutien formalisé de la collectivité pour qu'elle puisse, en fait, voilà, qu'il n'y ait pas d'entrave à cette recherche documentaire et à cette mise à disposition. Donc ça, vraiment, on vous demande donc de nous remplir et de nous renvoyer ces documents. Et ensuite, nous, on les analyse et du coup, on vérifie voilà, que vous êtes bien éligible à cette formation. Pour toute question, si vous, voilà, vous avez des doutes, n'hésitez pas. Je pense que dans la slide après, il doit y avoir mes coordonnées. Mathieu, si tu veux bien passer. Après, je pense que, voilà, en principe,
vous m'avez bien repéré comme étant la personne sur Green Destinations, mais n'hésitez pas, voilà, à aller voir cette page et puis surtout à remplir tout ça. Je rappelle la deadline aussi, c'est le 24 mars pour s'inscrire, puisque nous, on a après un petit peu de temps administratif en fait avant de clôturer les inscriptions à la formation. Donc là, on est à la deuxième session et voilà, donc je vous encourage vraiment à venir nous rejoindre si vous vous sentez prêt pour l'aventure. Et puis je pense que maintenant, on peut laisser la parole à Alors, Corinne. Sophie, pardon, j'avais quelques questions dans le chat. Ah, Qu'on a... ok. Là, peut-être tu as répondu, je ne sais pas, mais sur Le le, support sur les... alors le voilà, le support, support, oui. oui, il sera envoyé évidemment. On mettra également le replay en ligne. Ouais. Et non, mais aussi, Voilà. une question par rapport aux dates. Effectivement, les dates, elles sont fixées. Mais si Ouais. jamais vous participez, on peut enregistrer effectivement les sessions. Et si jamais vous ratez une session, de pouvoir avoir le replay et travailler par la suite. Je pense qu'il vaut mieux pas rater parce que on perd Ouais. vite le fil, je me dis, mais surtout qu'après, pour arriver à recaler une demi-journée tout seul pour le faire, c'est quand même beaucoup moins motivant que de le faire avec ses collègues. Mais effectivement, ce sera enregistré si jamais il y a des personnes qui ne peuvent pas venir. On ne le fera pas systématiquement, mais à C'est la ça. demande, ponctuellement, on le fera. D'autant que les visios, enfin les réunions de travail, c'est quand même 3h30. Donc Ouais, voilà, c'est un peu costaud. Donc voilà, comme dit Mathieu, autant et vraiment puis, faire tout votre possible pour être là. Et puis on vous l'expliquera, mais vous pouvez aussi venir avec justement vos interlocuteurs dans les hmm, EPCI, etc. Donc c'est même encouragé en fait. Voilà. Voilà, je pense que du coup, ouais, on peut laisser la parole à Corinne, si c'est merci. bon pour vous. Merci Corinne, à toi. Ben, bonjour. Je peux effectivement partager un peu mon expérience, hein, puisqu'on a fait partie avec à l'Office de tourisme Archipel de Tours, la première vague de formation et d'accompagnement sur la Belle Green Destinations. Il s'avère que c'était nous, à notre niveau, en fait, une volonté aussi d'aller vers ce label qu'on avait déjà commencé à réfléchir avant que l'AMI n'arrive, puisqu'on l'avait validé dans notre schéma de développement touristique. Et du coup, on a profité de ce premier accompagnement mené par le CRT pour aller directement dans le sujet, dans le concret. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on aurait fait tout seul. On n'aurait pas pu tout seul, en fait, hein, je pense, concrètement. C'est grâce à cet accompagnement et à cette formation qu'on a pu y voir plus clair sur les attendus du label, sur chacun des critères, entre le référentiel qu'on arrive à lire et ce qu'on interprète comme attendu du référentiel et puis ce que Mathieu peut présenter ensuite dans les accompagnements, il y a des versions un petit peu plus différentes, j'ai envie de dire, et plus précises. Donc ça, c'est vrai que c'est très précieux comme accompagnement sur ces attendus. C'est très concret, en fait, l'accompagnement est très précis. Donc on gagne beaucoup de temps. Ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé dans les accompagnements, c'est que on peut le faire à plusieurs, comme le disait tout à l'heure Sophie. Du coup, ça permet aussi de partager avec la collectivité ou avec d'autres personnes en interne ces questions-là et de pouvoir engager une dynamique au niveau de la collectivité quand on a des interlocuteurs qui suivent aussi les visios en même temps. On gagne du temps et c'est un peu précieux parce que c'est vrai que le temps, comme le disait aussi Sophie, c'est quelque chose sur lequel on court un peu après parce que ça va vite. La formation et l'accompagnement va quand même vite, même si c'est sur 8 mois. La masse de travail est importante. Donc, plus on peut le partager, plus c'est pertinent et efficace, je pense. Donc, voilà, petit conseil, si vous avez l'occasion de pouvoir intégrer avec vous des personnes, des confrères de la collectivité, ça sera toujours ça de gagner et ça permettra de partager d'autant plus la vision à l'échelle du territoire. Parce que c'est vrai que cette notion du territoire, elle est capitale hein, dans le label et elle permet justement aussi de positionner l'office de tourisme différemment de ce qu'on est habitué à la place qu'on lui donne habituellement. Hein, donc, d'avoir justement une vision un peu plus transversale et d'être plus légitime pour se préoccuper aussi de questions qui touchent aux déchets ou à la gestion de l'eau ou aux espaces naturels. Là où on ne l'est pas forcément, même pas du tout, j'ai envie de dire, habituellement. Donc, c'est aussi l'apport qui est intéressant par rapport à ce label-là pour nous permettre d'avoir une vision vraiment transversale et d'être
associés, du coup, plus associés à ces questions-là au niveau de la collectivité. Et ça a été présenté aussi par Mathieu et je partage complètement les intérêts que tu as pu énoncer tout à l'heure sur l'ensemble des intérêts de cette démarche-là et notamment la légitimité et aussi toute la méthodologie que ça apporte. Hein. Ce label, c'est pas un label pour une reconnaissance et apposer un label de plus sur le site de l'Office de tourisme, c'est vraiment une structuration de la démarche et un apport en termes de méthodo, de structure, de lisibilité, puis de dynamique qu'on met en place sur le territoire et dans les équipes de l'Office de tourisme également, parce que ça permet justement de structurer aussi cette démarche-là au niveau de l'Office et, euh, et d'engager les différents services et les différentes personnes dans ces démarches-là. Et c'est vrai que voilà, c'est très positif à ce niveau-là également. En quelques mots, peut-être un peu notre expérience qui est positive, mais avec du temps à consacrer. Donc ça aussi, en avoir conscience quand on se lance dans la démarche qu'il faut pouvoir y consacrer du temps pour être efficace et réussir à suivre le rythme en fait et que ça soit le plus efficace et le plus pertinent possible. Et peut-être Corinne aussi sur la personne, la bonne personne, du coup, pour cette formation. Enfin, je pense qu'il faut une personne qui ait une vision assez systémique de ce qui se passe à la fois Oui, dans l'OT et sur le territoire. Hein. assez large. C'est vrai que dans l'OT, mais c'est surtout sur le territoire, en fait, avec une vision un peu développement du territoire. Et on apprend beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, hein, ce qui se passe sur le territoire, et qui nous permet d'avoir une plus forte, une plus fine connaissance, en fait, des actions de transition qui sont mises en place. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une vision assez transversale. Ok, merci beaucoup. Je ne vois pas de questions. Alors, ah si, hop, Katia qui Katia. demande combien de personnes ont suivi. Combien de temps? Alors, c'est vrai que je fais un peu peur sur cette question du temps, hein, mais il faut en avoir conscience quand même. Alors, nous, à l'office, on était deux. Moi, j'ai un alternant également qui a pu m'accompagner, en fait, sur ces questions-là. Je pense que c'est bien d'être à deux sur cette thématique-là. Après, moi, j'ai pas eu le temps, honnêtement, de m'y plonger d'emblée. Et je pense que je l'ai payé un peu par la suite, hein, parce que voilà, la démarche a été lancée rapidement et personnellement, j'avais pas eu le temps dès le départ. Du coup, après, il faut rattraper, c'est d'autant plus dur. Merci Corinne. On vous a mis un petit sondage pour ceux qui sont encore là, la majorité d'entre vous. Voilà, c'était juste pour savoir du coup, à l'issue de cette présentation, je pense que de toute façon, vous aviez réfléchi un petit peu à la question, mais voilà, est-ce que vous seriez intéressé par cette formation et accompagnement au label Green Destinations? Voilà, donc on aimerait bien que vous puissiez nous répondre, s'il vous plaît. Voilà, et encore une fois, peut-être du coup vous redire qu'on est là pour répondre à toutes vos questions parce que c'est pas toujours, elles ne viennent pas toujours tout de suite. Donc n'hésitez pas, on est là vraiment pour vous accompagner et voilà, répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc N'hésitez pas aussi pour me contacter si vous avez des questions un peu plus merci. concrètes et du vécu. Je le partagerai avec plaisir. Voilà, donc on te dit bon courage dans le chat. Voilà, mais Katia, tu y vas bientôt aussi, donc voilà. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer rapidement. Voilà, ah oui, voilà, on a le résultat du sondage. Je ne sais pas à 60%, oui à 40%, et pas de non. Donc, super. Ben, écoutez, ravi. Voilà, on va vous envoyer donc tous les supports, les liens éventuels dont on a parlé, et puis voilà, et puis nos coordonnées également. Donc voilà. Eh bien, c'est bien, on peut clôturer si c'est bon pour toi, Philippe, Oui, bien Mathieu, sûr. Écoutez, merci de votre Corinne. participation. Voilà, écoutez, on vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent à cette prochaine formation qui aura lieu au mois d'avril. Et puis, bonne chance à tous qui vont s'inscrire dans la démarche. Merci pour votre participation et mobilisation.
Merci à tous déjà. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.